Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de juillet. Aujourd'hui j'ai donc 4 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous donnerai tout d'abord mon avis sur Tous les bruits du monde par Sigrid Baffert. Ensuite ce sera au tour de The Black Kids par Christina Ammond Reed. Je vous donnerai également mon avis sur Les fleurs de l'ombre par Tatiana Deronay. Puis côté roman je terminerai avec Allergique par Célia Flo. Et enfin, pour ce qui est des graphiques, je vous donnerai mon avis sur le tome 7 de l'Atelier des sorciers par Kamome Shirahama, ainsi que sur le premier tome de David et Ota. Et du coup, je vais donc commencer avec Tous les bruits du monde par Sigrid Baffert. C'est un titre qui est publié aux éditions Milan, qui est sorti il y a déjà quelques années de ça, et qui m'avait plutôt bien intriguée par son résumé, puisqu'on change un petit peu, je trouve, de ce qu'on a l'habitude de voir. Surtout de ce qu'on a l'habitude de voir en termes de romans young adulte. Le roman commence en 1905, on va suivre le personnage de Graziella, qui est une jeune femme italienne qui a connu une très grande trahison et globalement son père lui a dit que soit elle devait tuer l'homme qui l'a trahi ou bien soit qu'il la tuerait. Et donc voilà, on retrouve donc Graziella qui est face à ce choix. Et ensuite on va voir tout ce qui va se passer pour elle et comment est-ce qu'elle va arriver en France, etc. avec son frère Baldassare qui est un très chouette personnage. Là où Graziella est un personnage qui est quand même assez souvent agaçant, il faut bien le dire. Mais du coup voilà, on nous le dit dès le résumé, Graziella du coup donc a 17 ans. Son compagnon, son copain l'a abandonnée pour aller en épouser une autre et en plus de ça elle est enceinte de leur enfant et donc voilà, on va voir comment est-ce qu'elle va s'en sortir avec tout ça. Donc comme je disais, ils vont se retrouver ensuite en France et puis donc le bébé va naître et on va voir également ce qui va se passer avec cet enfant. C'est un titre qui est vraiment intéressant et qui a vraiment des chouettes qualités qui changent, voilà, comme je disais, vraiment de ce qu'on voit d'habitude. En plus de ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, la manière dont la surdité est abordée, et notamment la surdité bien, à cette époque-là, au début du XXe siècle, puisque c'est un thème qui va devenir très important dans le roman, dans la deuxième moitié du roman en fait, et c'est vraiment un thème hyper intéressant. Donc voilà, c'est vraiment un titre qui a des qualités. Malheureusement, c'est un roman qui est vraiment lent, il fait donc 409 pages, et voilà, vraiment c'est un roman qui était un peu trop lent pour vraiment m'entraîner. Et puis le personnage de Graziella est souvent assez agaçant et c'est un personnage qui a tendance à être assez apathique, qui fait pas grand chose en fait, qui est assez passif et qui du coup peut être un petit peu énervant. Heureusement que le personnage de Baldassare est beaucoup plus enjoué et qu'on le suit lui beaucoup plus facilement. Mais voilà, donc malgré cette relation entre le frère et la sœur qui est vraiment chouette, relation vraiment de frère et sœur, hein, malgré cette relation qui est vraiment chouette, des thèmes intéressants, etc., c'est un titre qui, dans l'ensemble, m'a plutôt plu, mais qui va pas rester mémorable. Je lui ai mis la note de 15/20. Ensuite, j'ai donc lu The Black Kids par Christina Ammond Reed. C'est aux éditions Slalom et c'est la première fois que je recevais un roman de leur part, donc je remercie les éditions Slalom pour cet envoi. On est ici sur un titre qui se passe pendant les émeutes qui ont eu lieu à Los Angeles en 1992. Un an auparavant, il y a un jeune homme qui avait été passé à tabac par des policiers, un jeune homme afro-américain. Et puis très peu de temps après, une jeune fille afro-américaine, elle, avait été abattue d'une balle en pleine tête par une épicière alors qu'elle venait juste acheter du jus d'orange et la policière a pensé qu'elle allait essayer de la braquer. L'épicière a pensé qu'elle allait essayer de la braquer. Donc voilà, du coup, suite à ces deux mouvements, à ces deux crimes, à ces deux attaques vraiment très violentes, en plus de ça, les procès ont eu lieu, les procès sont vraiment très light et condamnent assez peu finalement les personnes responsables dans les deux cas. Et donc voilà, suite à tout ça, il va y avoir un vrai mouvement de soulèvement qui va avoir lieu à Los Angeles en 1992. Tout ça, ce sont des faits qui sont vrais, hein, qui existent vraiment. Et du coup, nous, dans ce contexte-là, on va suivre le personnage de Ashley, qui est donc du coup une jeune afro-américaine qui est au lycée et qui en fait vient d'une famille qui a vraiment très très bien réussi. Ses parents sont vraiment très riches, ils habitent dans les plus beaux quartiers, elle va dans le plus gros lycée, le plus beau lycée, etc. Et donc du coup, elle est quand même pas très concernée par tout ce qui se passe.
Elle en entend parler, elle se pose des questions, mais elle n'est pas franchement très concernée. Ses amis sont tous blancs, quasiment tous. Et dans son lycée, en fait, la plupart des étudiants qui sont noirs sont en fait boursiers, et elle fait partie des seuls dont ce n'est pas le cas, donc elle est quand même un peu à l'écart d'eux. Elle va se rapprocher d'un jeune garçon qui lui fait partie donc de ces étudiants afro-américains qui sont là grâce à des bourses, grâce à leurs résultats, grâce à leur travail, et qui viennent de quartiers qui sont plus difficiles et qui sont plus touchés également par les émeutes. Et puis Ashley va également se retrouver confrontée avec tout ce qui est des émeutes par le biais d'une de ses cousines et de son oncle, et puis également par le biais quelque part de sa sœur, qui a décidé vraiment de partir de toute cette banlieue très riche pour s'installer dans des quartiers plus difficiles avec son compagnon, qui n'est pas forcément d'ailleurs très accepté par les parents. Mais voilà, donc du coup on suit Ashley dans tout ce contexte-là. Donc Ashley, c'est pas directement un personnage qui est impliqué dans toutes les révoltes, elle n'a pas l'âme d'une grande meneuse de front ou quoi que ce soit, et quelque part c'est aussi intéressant parce que tout le monde n'a pas cette âme, et quelque part c'est assez réaliste, mais elle va se retrouver à se poser beaucoup de questions par rapport à tout ce qui se passe autour d'elle. C'est un titre qui est vraiment très très intéressant sur tout ce qui est du racisme ordinaire, c'est présent vraiment dès la première page, et on montre vraiment toutes les petites choses qui existent et auxquelles Ashley est confrontée et qu'elle voit bien. Ça, sur le coup, il n'y a pas de doute, et puis avec tous les événements qui se passent autour, c'est vrai que ça l'interroge encore plus sur tout ce qui se passe autour d'elle, toutes les remarques qu'elle peut se prendre, etc. Et c'est vraiment un titre qui est très très intéressant sur ce point de vue-là. Après, j'ai eu une petite déception par rapport à la fin, que j'ai trouvé pas vraiment réussie, dans le sens où j'ai pas trouvé qu'il y avait une vraie fin à cette histoire. Je trouvais ça un petit peu dommage, j'avais un peu l'impression que l'autrice savait pas trop comment finir son récit. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment un titre qui m'a beaucoup plu, que j'ai trouvé très intéressant, qui est très intéressant sur le plan donc, historique, avec vraiment ce qui s'est passé à cette époque-là, et qui est également très intéressant sur le regard que ça mène sur, comme je disais, toutes ces petites choses du racisme ordinaire, du quotidien, etc. Toutes ces petites attaques racistes qui sont vraiment très graves, et qui se passent tout autour d'Ashley, et qui sont des choses qui se passent encore. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié, je vous le recommande très fortement. C'est un titre qui est classé en Young Adult, mais je trouve qu'il est quand même assez... c'est quand même un certain niveau, c'est plus du Young Adult, mais un grand adolescent quand même, on va dire, de mon point de vue. Donc voilà, du coup vraiment une très chouette lecture, je lui ai mis la note de 17/20, c'est un titre que je vous recommande. Ensuite, j'ai également écouté donc, Les Fleurs de l'ombre par Tatiana Deronay. Donc c'est pour la version audio, c'est Lizzie qui l'a édité, et donc c'est également lu par Tatiana Deronay. Il est sorti en grand format chez Robert Laffont et maintenant également disponible en poche chez Pocket. Dans cette histoire, en fait, on va retrouver pas mal de thématiques qui sont assez propres à Tatiana Deronay. On parle donc ici en fait de l'histoire de Clarissa Katsev, qui est une écrivaine franco-anglaise qui est passionnée par Romain Gary et par Virginia Woolf, et qui va emménager, enfin qui s'est fait en gros... qui a eu une trahison de la part de son mari, et qui va décider du coup de s'installer dans une toute nouvelle résidence pour artistes qui s'appelle Casa, dans laquelle elle va rentrer alors que c'est un petit peu compliqué. Et en fait c'est une résidence qui est vraiment très moderne, ça se passe dans un futur qui est assez proche. Je sais plus exactement si on nous dit exactement à quelle époque ça se passe, mais voilà, c'est un futur assez proche, sauf qu'il y a eu pas mal d'événements qui ont un peu bouleversé l'Europe notamment. Et on voit également que la robotique, les intelligences artificielles, etc. ont pris une place plus importante, qu'elles ont continué à vraiment se développer. Et donc voilà, du coup, Clarissa se retrouve dans cette résidence Casa qui est extrêmement moderne, et dans laquelle elle se retrouve donc au milieu de d'autres artistes qui sont sélectionnés. Ça va poser pas mal de questions, comme très souvent ça parle donc de l'importance des lieux, de la place des lieux, etc. Ça c'est une thématique qui est très très forte chez Tatiana Deronay. Ça parle également pas mal du coup d'écriture, ça parle du fait d'être bilingue et d'être entre deux cultures. Ça c'est pareil, ce sont des thématiques qu'on retrouve quand même parfois chez Tatiana Deronay, et qui lui sont aussi propres puisqu'elle-même est franco-anglaise, et qu'elle écrit elle-même dans deux langues. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Le sujet est vraiment très intéressant et très bien fait, je trouve. Je trouve que c'est un titre qui est vraiment prenant, dans lequel j'avais vraiment envie de savoir la suite. Et que voilà, la narration est bien faite, c'est bien mené, on ne s'ennuie pas dans le récit.
Par contre, j'ai trouvé ici aussi, et de manière vraiment plus forte encore que dans le roman précédent, que Tatiana Droney n'avait peut-être pas su exactement comment finir son récit, et qu'en fait il y a certaines pistes qui sont vraiment terminées et d'autres pas du tout. Et je trouve ça assez dommage, j'aurais bien aimé qu'il y ait une vraie fin un peu plus percutante à la fin de son récit, alors que ça se finit finalement sur un truc avec encore beaucoup de questions. Et on a un peu l'impression de pas vraiment avoir eu une fin, et je trouve ça un peu dommage. Pour ce qui est de la lecture audio, j'ai absolument pas reconnu la voix de Tatiana Droney, ça m'a beaucoup surprise. mais voilà, j'ai pas spécialement reconnu sa voix, alors que c'est elle qui le lit. Mais sinon, la lecture audio était vraiment bien, elle était vraiment prenante, etc. Donc ouais, c'est un récit que j'ai bien apprécié. J'ai été juste déçue par la fin, malheureusement. Et donc du coup, voilà, je lui ai mis la note de 16/20. C'est un titre que je vous encourage à découvrir si tout ce que je vous ai dit, si les thématiques que je vous ai données vous parlent et vous intriguent. Ensuite, j'ai donc lu Anergique par Célia Flo, c'est aux éditions Naos. Donc Naos, c'est une collection qui est commune entre Menemos et ActuSF. Il me semble qu'il y avait aussi les moutons électriques avant, mais je ne sais pas s'ils sont encore dedans. Du coup, donc c'est une collection qui est destinée à un public young adulte. On est ici du coup sur un récit entre fantasy et steampunk. Ça se passe, donc ça commence à Londres et puis ensuite on va partir en Inde. Dans ce récit, on est globalement dans notre monde, si ce n'est que il y a en fait des inégalités telles qu'on les connaît. Donc ça se passe dans une sorte d'Angleterre victorienne, voilà, vraiment comme du steampunk classique. Et on voit donc pas mal de discriminations qui sont propres également à notre monde, qui sont des discriminations par rapport au fait d'être un homme ou d'être une femme, par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'origine sociale également, sauf que la particularité dans Anergique, c'est que toute la population est également divisée entre deux autres catégories qui sont absolument pas dépendantes de tout ce que je vous ai dit avant, qui sont qu'on est soit un Lin, soit un Dena. En gros, les Lin, ce sont des personnes qui absorbent de l'énergie des autres et qui peuvent le convertir en pouvoir, donc ce sont des personnes qui sont globalement dominantes. Et puis on a de l'autre côté les Dena. Les Dena, eux, ce sont des sources d'énergie, ils produisent en fait beaucoup d'énergie et ils ont également besoin de la donner. Et donc voilà, du coup ils la donnent aux Lin. Donc généralement il y a des paires qui se forment et ça dépend des personnes, mais soit ils fonctionnent vraiment par paire et on prend toujours à la même personne, soit c'est au sein d'un cercle familial ou avec des personnes assez proches. Enfin voilà, globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup nous on va suivre Lady Liliana Mayfair, qui est une Anglaise qui est issue d'une famille plutôt aristocrate. Elle est une Lin mais avec quelques particularités. Et son compagnon Clément est un Dena, et donc voilà, du coup elle prend l'énergie chez lui. Ils vont être envoyés tous les deux ensemble donc en Inde, comme je disais, pour résoudre une enquête, puisqu'en fait il y a une femme, une Lin, qui tue des gens et qui les viole. Ce qu'ils appellent des viols, c'est le fait de prendre de l'énergie à quelqu'un sans que ce soit consenti, et généralement ils vident quasiment toute l'énergie, soit ça va jusqu'à la mort, soit presque. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils appellent les viols dans le récit. Donc voilà, du coup ils se mettent à la recherche de cette violeuse qui a été aperçue en Inde, et en sachant qu'en fait en Inde vit un homme dont j'ai oublié le nom, Amiya. Et Amiya en fait c'est la seule victime qui a survécu à cette violeuse, et c'est également un ami d'enfance de Clément. Donc voilà, du coup ils vont partir en Inde, et donc Amiya va devenir le deuxième personnage principal de ce récit avec Liliana. C'est un récit qui est vraiment intéressant et qui est vraiment très captivant. J'ai lu le roman quasiment d'une traite, parce que vraiment voilà, on est vraiment complètement pris dans l'histoire, on a envie de savoir la suite. L'action est vraiment bien menée, le suspense est bien mené aussi. Pour le coup c'est un récit qui propose vraiment une fin. Voilà, vraiment tout est bien ficelé du début à la fin. L'histoire est vraiment intéressante, le contexte, etc. Enfin, tout fonctionne vraiment bien, les personnages aussi, je trouve. C'est vraiment un récit que j'ai trouvé, du coup, vraiment réussi, comme vous pouvez vous en douter. J'ai quelques petits bémols. Mon bémol principal, c'est justement le terme de violeuse qui est abordé. Je trouve que c'est assez maladroit. Alors, je comprends pourquoi est-ce qu'il y a une espèce de comparatif avec le viol, mais en fait, j'aurais préféré qu'on appelle ça tout simplement une voleuse d'énergie, et ça m'aurait complètement
suffit et qu'on l'appelle la voleuse. Je trouve pas que le terme, enfin je trouve que le terme qu'utiliser le terme de viol comme ça dans un récit, je sais pas moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu et qui m'a un peu fait tiquer en fait à chaque fois que je lisais le livre, même au bout de 300 pages, enfin 286 pages j'ai fait, même au bout de 286 pages ça me faisait encore un peu tiquer de voir ce terme là. Je trouve ça assez ouais je sais pas, on voit bien effectivement tout l'impact que ça a du coup notamment sur Amiya qui a survécu etc, mais c'est pas quelque chose qui m'a dérangée personnellement. Et puis je trouve également que dans ce récit, il y a quand même un espèce de comparatif avec les vampires et leur source d'énergie sur pattes qui les suivent comme dans Twilight ou quoi. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé peut-être un petit peu classique aussi. Enfin voilà, mais dans l'ensemble c'est un récit que j'ai vraiment bien apprécié, j'ai passé vraiment un bon moment avec, les personnages, le dépaysement, etc. Tout ça fonctionne vraiment bien. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a quelques petits bémols et puis un côté peut-être un petit peu classique finalement dans l'histoire. Ça fonctionne très bien, mais je trouve pas que ce soit particulièrement innovant. Il y a une grosse trahison à la fin, bon pareil, on pouvait un petit peu la voir venir aussi. Donc voilà. Du coup, c'est un récit auquel j'ai mis la note de 16 sur 20. Je suis très contente de l'avoir découvert. C'était vraiment un récit prenant et captivant. Et voilà. Et en plus, une très très jolie couverture. Un vraiment très chouette travail éditorial de ce côté-là. Et du coup, donc, pour terminer, côté graphique, tout d'abord j'ai donc lu L'Atelier des Sorciers, le tome 7 par Kamome Shirahama. Donc L'Atelier des Sorciers, c'est une série de mangas que j'aime beaucoup, que je suis quasiment depuis les publications des premiers tomes. Ils en sont maintenant au tome 8 qui est sorti cet été, donc c'est une sortie toute récente, c'est aux éditions Pika. Ce manga a quand même la grosse particularité, l'énorme avantage de ses dessins qui sont juste superbes. C'est vraiment un trait de dessin qui est très détaillé, qui est très précis et je trouve que c'est vraiment une énorme qualité de cette série. C'est d'ailleurs en partie pour ça qu'elle est quand même assez connue. Et pour ma part, c'est vraiment voilà, le style de dessin qui me parle dans le manga. Je suis pas quelqu'un qui est forcément très très fan du manga, mais j'aime beaucoup quand c'est des dessins voilà, aussi détaillés, aussi riches que ça. Du coup, dans cette histoire, on suit l'histoire de Coco qui pensait jusque-là que la magie était réservée aux sorciers et qui va découvrir qu'en fait, pas vraiment, qu'avec des connaissances, etc., la magie est accessible à tous. Et elle va du coup commencer son apprentissage auprès de Kifrey et des autres apprentis. Ce tome-ci, justement, se consacre pas mal sur le personnage de Kifrey, puisqu'on va revenir dans son passé, expliquer un petit peu tout ce qui l'a amené à être là où il est, et également expliquer sa relation avec Olujo, qui est un autre sorcier avec lequel en fait, il a fait ses apprentissages et qui est un sorcier qu'on voit également, peut-être pas depuis le premier tome, mais au moins depuis le deuxième, je pense. Donc voilà, c'est un tome qui est un petit peu en retrait par rapport aux autres, dans lesquels on voyait vraiment toutes les épreuves et vraiment tout l'apprentissage. Ici, on est sur quelque chose un peu plus à côté pour préparer la suite, je pense. Mais c'est un tome à nouveau que j'ai beaucoup apprécié et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et du coup, pour terminer, à nouveau un graphique avec David et Ota, Premier Voyage, c'est par Bleutz. C'est un titre que j'avais pris sur Ulule, sur une campagne de financement participatif du coup. Et la particularité de ce récit, c'est que donc c'est un récit de fantasy qui est donc illustré comme ceci, comme vous pouvez voir, avec de grandes illustrations sur chaque page et du texte toujours assez court. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie des graphiques. Et donc du coup dans cette histoire on va suivre donc David et Ota. David c'est le fils d'un seigneur et Ota c'est le fils d'une esclave qui travaillait pour le seigneur, et en fait les deux vont partir ensemble sur un voyage. On va voir du coup tout ce qui va se passer pour eux et toute leur relation, puisque du coup on est sur une homoromance, donc ils vont finir ensemble, ça se voit. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de doutes là-dessus, mais dans ce tome-ci on n'est pas encore sur de la romance. Dans ce tome-ci, même s'ils ont toujours grandi ensemble, finalement cette fois-ci ils se retrouvent pour la première fois vraiment hors du château, etc., et vraiment livrés juste à eux-mêmes et tous les deux. C'est un récit qui est plutôt sympathique, mais qui est pas très original, je trouve. Et puis je trouve qu'il y a il y a des... C'était marqué, je crois, dans la campagne Ulule qu'il pouvait y avoir des scènes de contenu sexuel explicite. Alors je pense pas que ce soit dans les dessins, je pense pas qu'il y en aura des choses hyper graphiques. De toute façon, ils sortent pas là, hein, mais je suis pas sûre qu'on aura des choses hyper graphiques.
Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, on y fait référence et je trouve que en fait, c'est pas nécessaire. À chaque fois qu'ils en parlent, je trouvais que c'était pas nécessaire. Donc bon, on nous parle notamment de sexualité par rapport à des sévices sexuels ou bien qu'un auteur écrit, enfin qu'un personnage qui croise est un auteur de romans érotiques, etc. Donc bon, j'ai pas très bien trouvé où était l'intérêt de ce côté-là. Mais voilà, par contre les dessins sont vraiment très très chouettes et c'est un chouette objet livre. Donc je suis contente de l'avoir découvert. C'est pas une histoire qui va trop me rester en mémoire, je suis pas sûre de lire la suite voilà, je lui ai mis la note de 14 sur 20, ça n'a pas été une mauvaise découverte mais ça n'a pas été non plus révolutionnaire, même si j'ai beaucoup aimé les dessins. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous en avez déjà lu certains, ou bien à me dire si je vous ai donné envie de les découvrir. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!